Alors effectivement, on s'est amusé en préparant avec notre super équipe social media. On s'est dit, avant de rentrer dans la méthode, il faut qu'on débranche tout un tas de choses. Tout à fait. Parce on nous pose toujours les mêmes questions. Et c'est des questions parfois un peu passives-agressives. Faut bien dire. C'est genre, moi je le ferai parce que je sais que ça ne marche pas. Donc voilà. Donc on a fait un petit florilège de quelques questions et on va traiter ça tout de suite. Alors, première question. C'est pour qui la démarche d'employee advocacy? Tout à fait. Alors, comment vraiment embarquer et puis qui embarquer dans votre démarche employé advocacy? Alors, concrètement, on va avoir quatre plus ou moins critères à mettre là-dedans. Déjà, identifier un profil qui a une expertise reconnue dans son domaine. Donc, ça, comme Guillaume l'a dit juste avant, ça peut être un commercial, ça peut être un développeur si vous travaillez dans du SaaS. Enfin voilà, on peut avoir tout type de profil. Une volonté également d'être actif, puisqu'on va d'abord fonctionner sur une base de volontariat et ensuite évidemment une capacité à vulgariser le propos, à bien se faire comprendre, quelqu'un qui a une éloquence sur son sujet, donc en général ça va un petit peu de pair avec l'expertise, hein. Et puis évidemment une attitude positive quant au fait de refléter les valeurs de votre entreprise, puisque évidemment si vous avez quelqu'un qui n'est là que pour se servir soi-même et également pas forcément l'entreprise, ça va pas forcément fonctionner dans le micmac de la démarche. Voilà, ça c'est en gros qui embarquer. Ce qu'on rappelle toujours, c'est qu'il faut pas embarquer des gens qui n'ont pas envie d'être embarqués. Tout à fait. Voilà, ça c'est le côté attitude positive, mais aussi Volontariat, envie d'y aller. Alors il y a une petite frange intermédiaire. C'est les gens qui savent pas s'ils ont envie d'être actifs, c'est ça. mais qui pour autant Oui. sont pas négatifs par rapport à la démarche. Oui. Il y a aussi finalement ce socle intermédiaire de personnes dans votre entreprise qui sait pas trop, qui est curieux, qui fera peut-être pas grand chose d'ailleurs, mais c'est ok. Mais à minima, ils seront pas détracteurs de la Tout à démarche. fait, puis ils peuvent avoir une petite réserve, mais tout ça, on peut mettre en place des pushs pour actionner tout ça, oui, effectivement, dans le terme. Ouais. Et si je peux compléter un peu aussi, c'est ultra important, je pense, dans le cadre d'un lancement, d'avoir vraiment un référent au sein de votre entreprise qui va accompagner tous les collaborateurs, etc. Et vraiment, peut-être travailler main dans la main avec une agence, etc. Mais pour donner tous les guidelines et un peu démocratiser tout ça et du coup vraiment donner envie aux collaborateurs d'embarquer dans la démarche et que ça soit pérenne sur le long terme. Effectivement, rendre la chose accessible. En fait. Et puis il y a toujours des gens qui le font déjà naturellement, sans prendre d'employés d'advocacy. C'est vrai. Il faut les spotter, il faut en faire des copains, et eux aussi ils vont entraîner un petit peu les autres là-dessus. Voilà, ça c'était la première question. Deuxième question qui arrive très vite en général, à la fois par ceux qui vont gérer le programme, donc équipe marketing, équipe com, mais aussi par les gens à qui on va demander, c'est ah ouais mais c'est mon profil. J'ai pas envie qu'on me dise ce que je dois dire et puis si je suis pas d'accord avec l'entreprise, j'ai pas envie de relayer des trucs. C'est quoi voilà, c'est quoi un peu comment on détricote cette croyance comme quoi il faut vraiment séparer les deux et surtout rien dire de ma boîte sur mon profil. Oui, tout à fait. Sachant qu'il y a quand même des boîtes qui ont nourri ça. Parce que historiquement, il y a des boîtes qui interdisaient aux gens de prendre la parole. Comment on décortique ça? Exactement. Moi, c'est une question qui me revient souvent quand je démarre des démarches d'employé advocacy, où comme le disait Guillaume, dans l'entreprise, les personnes n'ont pas eu pour habitude de parler sur les réseaux sociaux, etc. Et du jour au lendemain, on va vous demander de commencer à prendre la parole, etc. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que votre profil personnel reste bien évidemment personnel. Vous pourrez parler de sujets qui vous tiennent à cœur, etc. Cependant, si vous souhaitez du coup parler de sujets en lien avec votre entreprise, il y a forcément quelques guidelines à respecter. Toujours du coup, potentiellement du coup, si vous parlez de la page entreprise, restez aligné avec les valeurs et la tonalité de l'entreprise, sans pour autant perdre l'authenticité de votre profil et perdre en fait qui vous êtes vraiment à travers votre profil LinkedIn. C'est important aussi de respecter la confidentialité, quand vous prenez la parole. En effet, dans chaque entreprise, il peut y avoir des données sensibles, des projets qui n'ont pas
droit d'être dévoilé, etc. Donc vraiment s'assurer en interne que c'est bon, vous pouvez parler sur ces sujets, etc. On a également, en plus de ça, la question du droit à l'image. En effet, pour accompagner la rédaction de la Poste, on va potentiellement créer des albums photos, etc. Et c'est ultra important de demander à l'ensemble des collaborateurs ou les personnes que vous souhaitez flécher dans votre poste leur droit à l'image, parce que derrière, ça pourrait se retourner contre vous. Voilà un peu sur les guidelines un peu qu'on pourrait respecter. Cependant, vous prendre la parole en tant que collaborateur pour une entreprise, ça vous permet d'asseoir votre crédibilité, de vraiment asseoir votre expertise métier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et vous, de votre côté également, construire un réseau qui a du sens, à qui vous souhaitez vous adresser, etc. Donc il y a pas mal de mécaniques qui sont vraiment intéressantes en tant que crédibilité, d'influence, etc. pour vous et en parallèle, bien évidemment, pour votre entreprise. Merci, Marie. Troisième question, alors c'est pas dans l'ordre forcément qu'on vous les pose, mais quand même, elles arrivent assez vite. C'est un peu la question de l'œuf ou la poule. Alors ça, c'est vraiment une question de direction com, direction marketing. Est-ce que je mets d'abord mes dirigeants ou d'abord mes collaborateurs? Honnêtement, on a un peu tout vu. Oui. Est-ce qu'on a une croyance sur dans quel ordre il faut faire les choses? Alors, dans l'idéal, le dirigeant d'une entreprise est censé donner l'exemple. Donc forcément, un dirigeant présent sur LinkedIn va potentiellement donner envie derrière à ses collaborateurs de prendre la parole, sachant que de son côté, le leader, le dirigeant d'une entreprise, lui, va plus parler de sujets un peu plus techniques avec vraiment des enjeux de business, etc. Tandis que les collaborateurs, eux, vont un peu compléter la prise de parole du dirigeant en dévoilant, par exemple, un peu les coulisses de l'entreprise, en parlant pour les équipes RH, par exemple, de sujets de marque employeur, ou vraiment parler de eux, leur domaine, leur expertise métier de base, et vraiment pouvoir apporter leur vision, etc. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est complémentaire les uns avec les autres, et forcément, un dirigeant présent, sur LinkedIn va potentiellement donner envie aux collaborateurs de prendre la parole. Demain, votre dirigeant n'est pas présent. Est-ce que vous, en tant que collaborateur, vous avez envie de prendre la parole? Ça se peut si vous êtes à l'aise sur les réseaux sociaux, si vous aimez prendre la parole, etc. Cependant, je pense que ça peut aider certaines personnes à passer le cap pour prendre la parole. Je rajouterais juste à ça qu'effectivement, on s'adresse pas du tout aux mêmes audiences parfois. Ah bah oui. Effectivement, on touche pas du tout le même public. Donc c'est important aussi de faire évidemment l'un et l'autre si c'est possible. Et puis évidemment, oui, il y a ce côté push en fait qu'on peut avoir par son leader parce que il y a un côté aspirationnel en fait. Tout simplement, ouais. Ouais, moi je suis toujours un peu gêné parce qu'on a eu le cas. Des gens qui disent non, on va commencer par les collaborateurs et puis si ça marche, on en le dirigeant délai. Moi je suis toujours un peu gêné par ça. Je trouve qu'il y a quand même un côté exemplarité à donner. Après l'autre réflexion qu'on pourrait avoir, c'est de se dire finalement sur LinkedIn il n'y a plus tellement de hiérarchie. Oui, clairement. Le collaborateur peut avoir plus de vues, plus d'abonnés qu'un de ses dirigeants. Et je trouve c'est un bon moment aussi dans une équipe pour casser un peu la distance et de se dire, en fait, je lance un programme d'advocacy et je vais mixer dedans des dirigeants et puis d'autres ambassadeurs, des managers ou des commerciaux, un peu tout finalement. Je vais être assez représentatif de la boîte. Et je vais faire quelque chose d'assez naturel où il va y avoir un échange. Et je trouve que ça peut être assez démocratique en fait comme approche, assez simple. Évidemment derrière, l'accompagnement peut être différent. On peut prendre la main plus sur le LinkedIn du dirigeant, l'aider à rédiger plus de posts, gérer son développement de réseau. Mais je trouve qu'il y a quand même un côté, faisons le tous ensemble. Donc finalement, c'est pas tellement l'œuf ou la poule. C'est l'œuf et la poule. Voilà. Et sachant que la vraie réponse à cette question, c'est l'œuf qui gagne. Vos premiers œufs, c'était les œufs avant les Voilà, vous pourrez le replacer. Évidemment, ça coûte des sous, ça prend du temps, ça demande des ressources côté com, d'accompagnement, ça prend un petit peu du temps aussi chez chacun des collaborateurs. Donc, toute dépense marketing ou visibilité vient tout de suite la question de comment on mesure l'impact de ça derrière. Alors, on a plusieurs façons de mesurer vraiment l'impact d'une démarche employé advocacy.
On en a parlé un petit peu avant, mais on va avoir tout le côté lead gen aussi, qui est un peu plus difficile à traquer si vous n'avez pas de CRM en place, etc. Mais qui est de toute façon traquable par plusieurs points. Déjà par les KPI que vous allez mettre en place avant de mettre en place la démarche, en fait. Tout ce qui va être classique, la performance, le type de format, les impressions, les réactions, le taux d'engagement, vraiment les mêmes KPI que vous allez retrouver aussi de façon organique en fait, mais aussi grâce à l'évolution de cette portée en fait organique, à la génération de trafic sur le site si vous pouvez traquer ça en l'état, et au nombre de téléchargements que vous aurez par exemple si vous liez à un formulaire opt-in, quelle que soit la data que vous voulez collecter. Est-ce qu'on peut commenter un peu ce qu'on voit à l'écran, qui est une façon aussi, parce qu'il y a deux types de reporting. Il y a le reporting vers l'entreprise, c'est-à-dire ça rapporter à l'entreprise, puis il y a un reporting aussi vers ceux qui s'impliquent dans la démarche. C'est important aussi de effectivement, oui. Effectivement, alors nous chez Invox on le fait plutôt bien. On essaie de servir d'exemple. On met en place on met en place des podiums où on met en valeur aussi les collaborateurs qui ont le plus posté, qui ont fait des posts qui ont très bien marché. Après, chez nos clients, on peut aussi mettre en valeur les formats, on peut aussi mettre en valeur, comme on a dit, les portées, et du coup réajuster la stratégie en fonction, tout simplement. Ouais, si je peux compléter, les reporting et par exemple nous ce qu'on fait chez Invox avec les top ambassadeurs, etc. C'est quand même assez important pour motiver un peu les troupes. Oui. Se dire que le mois dernier j'ai été premier dans la prise de parole sur LinkedIn, etc. Ça encourage. Après, bien évidemment, à discuter au sein de votre entreprise, il y en a cette petite compétition peut parfois un peu frustrer, etc. Mais je pense que c'est des bons moyens, en tout cas, quand vous avez, vous, en interne, des personnes qui sont motivées dans leur prise de parole, de mettre un peu des petits challenges, etc. D'ailleurs, on en parlera un peu plus tard, mais c'est des mécaniques qui sont intéressantes à mettre en place. Ouais, qui sont d'ailleurs plus collectives que purement individuelles. Ouais. Voilà. La compétition est saine. L'école des fans, tout le monde. Totalement. Ça. Après, si je peux rajouter quelque chose à propos des reporting et surtout de mesurer la performance, de temps en temps, par exemple pour les teamcom, on peut avoir des news sur nos feeds en mode c'est la mise à jour de l'algorithme, tout change, tout le format ne performe plus comme avant, etc. Et finalement, en fait, avec ces chiffres et les chiffres de vos propres performances, vous pouvez voir, vous, ce qui correspond à votre audience, ce qui résonne le plus avec elle. Et surtout, en fonction des formats que vous utilisez, etc. Bien sûr, il y a des mises à jour qui peuvent avoir un impact sur nous, mais ce n'est pas de façon générale. Ça peut être vraiment très précis ce que vous devriez changer et pas forcément obéir absolument aux mises à jour de l'algorithme qu'on peut voir forcément sur tous les réseaux. Tout à fait. Alors, on a une très bonne question de Karine. Comment est-ce qu'on motive les collaborateurs, autres que les commerciaux, qui peuvent avoir un impact direct sur leurs objectifs? Il y a une partie des réponses qui vont arriver un petit peu plus tard, mais est-ce qu'on peut déjà peut-être dévoiler quelques secrets de fabrication sur finalement le pourquoi est-ce qu'on embarque les gens dans la démarche? Si je peux commencer du coup, il y a plusieurs mécaniques pour motiver vos collaborateurs en interne. Déjà, montrer ce que eux ça peut leur apporter, comme on le disait, en termes de crédibilité, d'influence dans leur expertise métier. Après, à savoir aussi, il faut vraiment les rassurer, leur dire que c'est un accompagnement, qu'ils seront pas seuls dans cette rédaction, que on vous présentera derrière un peu nous notre méthode en interne, comment on fonctionne, etc. Mais que c'est vraiment un accompagnement main dans la main entre le référent et le collaborateur ou les collaborateurs qui font partie de la démarche. Donc ça, c'est un peu des moyens pour rassurer dans un premier temps. Oui. En fait, on les laisse pas du tout à l'abandon. En fait, l'idée c'est pas ça, c'est vraiment de co-construire en fait une ligne éditoriale. On va aller aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, on va le dévoiler un petit peu plus tard, mais tout le côté gamification, on peut en faire un jeu, une compétition très saine. Voilà. Il y a plein de leviers à actionner, mais effectivement, pour rebondir sur ce qu'a dit Marie juste avant, en fait, le but, c'est vraiment d'accompagner, en fait. On lance pas juste la démarche et ensuite on les laisse à l'abandon en leur disant, postez. Non, évidemment, faut être présent à certaines étapes, ouais. Les sources de motivation, de toute façon, elles s'appuient quand même sur un engagement envers l'entreprise. Tout à fait. Ça peut être une passion du partage, des collaborateurs qui aiment partager naturellement, qui aiment transmettre. Il y a aussi un côté fierté.
Quand c'est des réalisations, il y a un Ouais. côté aussi vie d'équipe. Je parle pas forcément de l'entreprise, mais je parle de mon équipe, de mon salon, de l'ouverture du job qu'il y a pour rejoindre le job que moi je fais. Il y a Oui. quand même aussi ce côté fierté qui est intéressant. Et je sais que aussi sous-jacent à la question, il y a est-ce que je suis rémunéré pour faire un poste de plus, pour avoir plus de mérite, des choses comme ça. En général, c'est quand on commence à les gratter de ce côté-là. C'est pas vraiment volontaire. C'est sur du volontariat. Après, c'est... On peut faire un petit peu de reward, il faut pas que ce soit le moteur. Exactement. Limite, ça vienne un peu comme une surprise, comme un petit cerise sur le gâteau à la fin, de dire bah on reconnaît que voilà. Et puis c'est pas forcément pécunier aussi en plus. Ça peut être aussi juste une reconnaissance au sein de l'entreprise. Oui. Voilà, qui parfois on le sait, voilà, en management, on fait agrandir les équipes joue presque tout autant que la partie salaire. Et surtout, à ce niveau-là, c'est principalement montrer, mettre en valeur sa propre expertise. Donc finalement, en fait, c'est vraiment pour lui, pour pouvoir avoir une audience et une influence, non seulement dans son réseau actuel, mais aussi parmi l'entreprise, voir que bah, cette personne-là est experte dans son sujet et surtout participe à l'expertise et au travail de qualité que fournit l'entreprise. Oui, en fait, il se crée une place dans son marché, dans son entreprise. Et effectivement, oui, il y a le côté adhésion aussi, évidemment, à l'entreprise qu'on a dit juste avant, en fait, en partageant les valeurs, tout ça. Allez, on avance. Question très bien qui fait le lien avec la question précédente, parce qu'il y avait comment est-ce que je motive à part les commerciaux, tu veux, ils ont envie de thunes, ils ont envie de leads, donc ils postent sur LinkedIn et puis ils vont chercher des contacts comme ça. L'employee advocacy, est-ce que c'est seulement pour les commerciaux? Alors là, on l'entend vraiment tout le temps, littéralement. Dès qu'on parle avec des personnes qui veulent mettre en place des démarches d'advocacy comme ça, et notamment lorsqu'on était à la Dimen Conf, on a pu échanger pas mal avec quelques professionnels là-dessus. Et bien sûr, ce n'est pas le noyau de toute l'advocacy, c'est-à-dire que comme on l'a dit, c'est aussi mettre en valeur vos expertises et vous-même à développer votre propre présence au sein de l'entreprise et votre propre influence. Après, pour les commerciaux, c'est un accompagnement légèrement différent qu'on peut proposer, qui s'appelle généralement le social selling, qui vise en fait finalement à humaniser un peu le processus de vente et donc d'avoir un contenu un peu plus poussé, un peu plus push là-dessus et ce sera un accompagnement différent. Et on pourra bien sûr avec cet accompagnement-là mettre en place d'autres outils qui pourraient aider en fait à rajouter en plus de cette partie prise de parole du coup un sous-ton commercial, c'est-à-dire par exemple en utilisant Sales Navigator pour des recherches un peu plus poussées, pour réussir à dénicher des leads un peu plus qualifiés, des prospects un peu plus qualifiés, pour rentrer directement en contact avec eux. Là, ça va être vraiment pro équipe commerciale, ou par exemple avec Phantom Buster qui sera un peu plus au niveau de l'automatisation des actions, essayer de chauffer des leads qui pourraient être potentiellement intéressants. Donc ça, en fait, c'est un peu la partie commerciale qu'on va pouvoir proposer à l'équipe. Et en fonction de votre budget, voilà, ça pourra changer. Mais cette démarche, elle est vraiment proposée à toute l'entreprise. Ça peut être des RH, ça peut être même dans la team marketing s'ils se sentent, de parler justement de leur stratégie, de leur challenge qu'ils ont pour partager le message de l'entreprise, etc. Enfin, c'est vraiment en fonction de l'objectif de la personne, de l'objectif de la fonction de la personne. Ça va changer finalement la prise de parole que vous allez avoir sur les réseaux. Pas forcément pour les lignes, mais plus pour le rayonnement. Pour répondre à la question, l'employee advocacy, c'est pas que pour les commerciaux, mais les commerciaux font pas que de l'employee advocacy. Il faut qu'ils en fassent. Il faut qu'ils en fassent, et c'est clé de les embarquer dedans. Il faut qu'ils prennent la parole. Ils vont aller, eux, utiliser d'autres leviers dans l'outil. Ouais. Est-ce qu'il faut absolument des outils pour la démarche? Est-ce que je peux commencer l'employee advocacy sans outils? Alors, oui, non. Dans le sens où si vous avez un petit budget, ça peut vraiment vous aider à gagner du temps. Donc, par exemple, on va parler des outils comme Sociable, Kawak, Embassify, etc., qui vont vous aider.
Donc, il y en a beaucoup finalement des outils en fonction de vos besoins aussi, parce qu'ils ne font pas exactement tous la même chose, mais ils vont vous aider à gérer la communauté, à partager les kits, à avoir un peu ces notifications push pour avoir cette synergie entre tous les profils et les pages d'entreprise. Donc ça pourrait être très utile. Les outils aussi tels que Slack, avoir un channel interne ou WhatsApp ou Teams, etc. pour animer au quotidien toute cette communauté justement pour éviter que le feu s'éteigne évidemment. Donc ça, c'est vraiment des outils qui peuvent être utilisés. Et nous, par ailleurs, on n'utilise pas forcément des outils comme Embassify, etc. On peut utiliser aussi des outils comme Notion qui va nous permettre de partager les types de contenu, de faire une base de données qui va nous permettre de mettre en relation tous les chiffres qu'on peut faire d'ailleurs aussi avec Shield. Enfin, il y a tout un écosystème qu'on peut avoir d'outils, que ce soit pour le reporting, etc. Et qui vont vous permettre de simplifier la démarche et de gagner du temps, mais ce n'est pas forcément utile. Pour nous, on a développé justement des outils qui nous permettent de gagner du temps et que ce soit vraiment personnalisé avec nos clients. Et en fait, voilà, on peut avec un peu de temps et un peu d'énergie et de ressources avoir des outils qui peuvent nous aider. Ce n'est pas forcément utile, mais si vous en voulez, il va falloir aussi dégager du budget parce que généralement. Qui est une question qui vient d'être posée par Laura il y a quelques secondes sur comment est-ce qu'on récupère la data des postes de collaborateurs pour mesurer la performance. C'est effectivement un gros challenge parce que quand on a beaucoup de collaborateurs, on n'a pas l'idée, c'est pas d'avoir tous leurs mots de passe. L'idée, c'est pas d'aller non plus passer beaucoup de temps pour récupérer à la main. Donc il y a des choses qu'on peut récupérer assez rapidement, on peut automatiser des choses, un peu de SetNav, un peu de Phantom Buster. Même si on a beaucoup de collaborateurs, à partir du moment où on a leur profil, on peut savoir s'ils ont posté et après faire un petit traitement avec de l'IA, savoir ce qui s'est passé. On a les interactions. Donc déjà, on sait si ça publie, si ça engage. On a effectivement pas les vues et les clics. Est-ce que c'est très grave vu la mouvance? On sait pas trop. Il y a Shield qui existe, qu'on mettait sur l'écran, Shield App, Shield comme le bouclier. Shield App que vous pouvez trouver, c'est quand même 20 € par tête et par personne, voire un petit peu plus. Donc sur l'employee advocacy, ça marche pas très bien. Et on sait que nos amis de chez Limber sont en train de sortir une techno qui permet justement d'avoir un peu plus de métriques là-dessus. Donc je vous invite à aller faire un petit tour sur leur site Limber, Limber. On mettra ça dans les commentaires après le live. Voilà pour ça. Sinon, effectivement, on se ramasse à la main les statistiques une fois de temps en temps. C'est un peu la limite. Voilà, on attendrait que LinkedIn fasse un petit effort. Il y a déjà des remontées de postes de collaborateurs qui se font au niveau de la page. C'est pas tout à fait ça encore. Hein. C'est pas tout à fait ça. Peut-être que avec les SWOT Leader Ads qui ont vocation à faire mettre du budget pub sur les postes perso au sein de l'entreprise, peut-être qu'on va commencer à avoir un peu de remontée, on aurait une vue organique qui nous pousserait à dépenser un peu de budget ads. Voilà, c'est pas encore là, donc pour l'instant, wait and see, comme on dit. Est-ce que c'est un sujet seulement réservé aux grandes entreprises? Eh bien, on va répondre très simplement, non. Voilà, merci. Alors, en fait, tout simplement, c'est une démarche qui s'adresse à toutes les entreprises, à toutes les typos d'entreprises, à condition que vous ayez les points qu'on va énoncer rapidement ensemble. Globalement, il faut toujours une personne en interne qui représente un service com ou marketing, ce genre de choses. Donc, ça peut être un chef de projet, ça peut être un social media manager, un communicant quel qu'il soit. En général, c'est la personne qui va piloter le programme, qui va coordonner les actions, qui va centraliser les infos, le suivi, ce genre de choses. Ensuite, on va avoir aussi, en général, interne ou externe, tout ce qui va toucher au design. Ça, typiquement, ça peut se faire en agence, via des freelances, via votre entreprise directement, si vous avez déjà quelqu'un. Ensuite, on va avoir évidemment les experts métiers volontaires, donc qui vont être vos ambassadeurs internes et qui vont être vos sources de contenu qui seront plutôt crédibles. Et ensuite, il va y avoir les prestataires comme nous le sommes, donc les freelances, les agences, qui vont être votre support pour la création de contenu, donc que ce soit établir une mini édito, ce genre de choses, créer des kits éventuellement à personnaliser, faire de l'animation de communauté, répondre aux commentaires,
établir les reportings, faire des formations, des coachings, des onboarding. Voilà, ça peut aller d'un panel très large à très serré en fonction de ce que vous avez besoin, évidemment. Également, on va avoir besoin de ressources matérielles et d'outils, comme on a un petit peu parlé avant. En général, la création graphique, maintenant, c'est assez accessible puisque vous avez Canva. Vous avez aussi Adobe Express qui a sorti sa propre version un petit peu allégée de Canva. Ça va vous permettre de créer des templates de posts pour faciliter aussi tout ce qui va être forcément les publications, les rédiger, automatiser vraiment tout ça, des visuels, des vidéos courtes, afin de aussi faciliter la participation, puisqu'en fait plus vous allez être vraiment cadré là-dessus, plus en fait inciter les gens à poster, ce sera facile. Ils verront une sorte d'accessibilité en fait dans la démarche. Et puis évidemment, on a fait aussi mention de Notion pour tout ce qui est reporting, puisque c'est un outil qui possède une base de données. Donc c'est vrai que c'est assez facile aussi de centraliser l'information une fois que c'est bien goupillé. Et évidemment, établir le reporting des contributions. Ouais. L'idée de fond, c'est que même s'il y a 3-4 collaborateurs, vous prenez une salle de réunion, vous leur faites une mini-formation, vous trouvez des formations sur YouTube pour construire la vôtre. Vous dites, tiens, on va se faire un petit challenge. Vous identifiez 2-3 sujets qui arrivent bientôt, et puis vous testez, et vous utilisez les outils que vous utilisez d'habitude. Oui, c'est ça, en fait. À la mano, à l'ancienne, et ça fonctionne très bien aussi, et ça, voilà, il n'y a pas forcément besoin d'un gros budget, d'une grosse équipe et de gros outils, pour lancer la dynamique. Tout à fait. Voilà, chacun son contexte, en tout cas, c'est sûrement pas un truc qui est réservé aux grosses entreprises, et même d'ailleurs, je dirais, c'est dommage en tant que petite boîte de pas y aller, parce que vraiment, on peut très très vite avoir des retombées qui sont c'est un vrai levier de notoriété pour les petites entreprises. Ouais, tout à fait. Et, il faut partir du principe qu'une démarche employé advocacy, ça s'adapte à tout type de structure avec n'importe quel moyen. Comme le disait Guillaume, ça peut démarrer dans une salle de réunion comme pour une grosse entreprise avec des référents en interne, etc. Mais c'est quelque chose qui est assez quand même facile. Là, on va vous donner quelques informations en plus, etc. pour vraiment tout structurer. Mais c'est adaptable à tout type de structure. Effectivement. Après, au niveau des ressources aussi, on va avoir besoin de tout ce qui est de la formation et de l'accompagnement. C'est un petit peu ce qu'on disait avant. Concrètement, ça dépend de votre taille et du nombre de personnes que vous voulez inclure dans ce programme. Mais voilà, faut établir plus ou moins des guides de bonne pratique, des douzaines d'onces. Voilà, ça, typiquement, c'est des choses qu'on fait quand on accompagne les entreprises. De l'aide à la rédaction, donc comment trouver sa tonalité, des sessions de formation. Des FAQ, des supports internes, vraiment ça peut aller très loin sur la démarche. En fait, c'est vraiment en fonction de votre besoin et de combien de personnes vont intégrer ce programme, parce que forcément, plus vous avez de personnes et plus forcément faudra mettre des choses en place pour le cadrer.